Merci beaucoup, Lisa, d'avoir été notre guide dans ce labyrinthe, d'avoir souligné des choses vraiment importantes dans le cadre du concours, évidemment, pour nos candidats. D'abord, d'avoir rappelé qu'il s'agit d'un extrait et que, évidemment, nous conseillons de lire l'ensemble de l'œuvre, au moins en français, hein, pour avoir connaissance de tout ce qui précède et tout ce qui suit, puisque certaines choses entrent en résonance ainsi. Mais d'avoir surtout rappelé que nous avons une œuvre de littérature et qu'il faudra éviter absolument toute lecture trop naïve. C'est une œuvre faite de littérature et qui fait littérature d'une manière assez singulière, comme vous l'avez rappelé toutes les deux. Donc, merci beaucoup. J'ai évidemment beaucoup de questions, mais je laisse d'abord les membres de l'auditoire poser les questions qu'ils souhaitent. Alors, je ne sais pas comment ça s'organise. Si vous êtes à distance, je pense que vous pouvez, si vous êtes habitué de Zoom, vous devez le savoir, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, lever la main. Il suffit juste soit de lever la main, soit éventuellement d'ouvrir votre micro pour Voilà, et prendre la parole. vos questions. Est-ce qu'il y a donc des questions? N'hésitez pas. Les oratrices peuvent aussi se poser des questions mutuellement si elles le souhaitent. Bon, je me permets d'en poser une pour lancer peut-être la discussion, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. Johanna, vous avez parlé de ce que vous avez appelé des proverbes et en nous présentant quelques extraits, je me demandais qu'entendez-vous par là? Est-ce qu'il y a un critère formel qui permet de reconnaître le proverbe? Je me demandais si c'était seulement des expressions figées, imagées. Et je m'interrogeais sur la part d'invention dans la plupart des exemples que vous proposiez, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a là création verbale de la part de ceux qui prennent la parole. La question étant oui, de savoir si on peut mesurer cela, c'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment de sources par ailleurs pour documenter cette langue qui n'est pas celle de la littérature que nous connaissons le plus souvent. Alors, je n'ai pas assez insisté dans mon propos, mais en effet, j'ai englobé dans mon relevé aussi bien le proverbe que la locution proverbiale. Donc, la différence entre les deux, c'est que le proverbe est un énoncé gnomique, mais autonome, alors que la locution proverbiale va s'adapter à la phrase dans laquelle elle prend place. En ce qui concerne leur identification, dans mon travail de thèse, je me suis appuyée sur des documents, voilà, notamment un travail de relevé de tous les proverbes de l'Antiquité. Donc, il n'y a pas d'invention justement de la part des affranchis, et c'est ça qui donne à leur expression un caractère assez caricatural ou figé. C'est pour ça que j'ai fait une analogie anachronique avec les piliers de comptoir, mais en effet, ils accumulent comme ça des formules toutes faites qui ne sont pas de leur fait. Enfin, c'est un emprunt, voilà, c'est un répertoire culturel extérieur dans lequel ils piochent. D'accord, merci. Alors, sans songer à des modèles modernes et contemporains de Céline qui réinvente une langue orale qui devient un pur objet poétique, quelle est la part finalement de dimension poétique qu'on pourrait prêter à certaines des formules et finalement assez réduite si on peut retrouver ces expressions dans d'autres sources, hein, c'est ça? Voilà, exactement. On peut les retrouver. Donc, il n'y a pas, non, il n'y a pas de poésie chez les affranchis. C'est plutôt un Ouais, recyclage. ce sont des lieux communs plutôt Voilà, des que lieux de communs, telles trouvailles. exactement. Et j'ai pas étudié, Lisa aussi en a parlé, mais beaucoup de sentences pseudo-philosophiques. Mmh. Donc, on est vraiment dans une schématisation de la parole populaire. Euh,
qui n'empêche pas une individualisation. Chaque affranchi a vraiment un tempérament, une coloration, mais on est dans la caricature d'un mode d'expression. Je ne sais pas si je réponds assez clairement. Si, très bien, merci. Et je voulais me permettre de rajouter quelque chose par rapport à la communication de Lisa, qui était vraiment très claire. Et en effet, c'est un risque quand on lit la Kéna, parce qu'on s'y reconnaît, en effet, d'y projeter un réalisme. Et je voulais juste mentionner un premier élément, un élément central qui fait que de toute façon, ce n'est pas un récit réaliste, c'est le fait que Trimalcion est un affranchi, mais sans Patronus. Et ça, historiquement et socialement, c'était impossible. Donc, ça montre bien que c'est une création. Et là, on pourrait parler de création poétique, parce qu'un personnage comme ça d'affranchi qui n'est pas rattaché à un Patronus duquel il dépend, un personnage d'affranchi hors sol comme ça ne peut exister que dans une création. On est dans le poiein pur, là. Là, c'est vraiment poétique. D'autres questions? Il y a des collègues latinistes dans la salle virtuelle, donc n'hésite pas à prendre la parole. Je veux bien prendre la parole, si c'est possible. Pedro Duarte, bien sûr. Bonjour à Lisa et à Johanna, que je remercie beaucoup pour leurs interventions qui m'ont grandement intéressé. J'aurais une question peut-être en lien notamment avec cette image du labyrinthe, parce que notamment comme point de départ, une des réflexions qui pouvait être engagée, et je me souviens que Renaud Robert en fait l'avait évoqué à l'occasion d'un colloque portant sur les architectures fictives, donc fictives au sens de architecture telles qu'elles sont représentées dans les textes littéraires, hein, qu'elles s'inspirent de monuments attestés ou non. Évoquer la question du plan des villas, avec en fait des évolutions historiques qu'il y a entre la villa qui est très axiale, du type de la villa du Faune, ou des villas en fait qui vont avoir un schéma un peu plus alambiqué, si on peut dire, comme la villa dite de Livy, où il y a un cryptoportique avant d'accéder à l'atrium, ce qui fait qu'en fait il y a un coude architectural, un déplacement qui peut expliquer aussi une sorte de confusion dans l'habitude première de ce schéma de villa. Alors bien entendu, ça reste une entrée et ça ne saurait pas saturer l'explication du schéma labyrinthique, mais dans ce travail qu'il y a en partant de faits de réalia et également peut-être de ce caractère plus empirique de l'expérience de l'espace, de l'expérience de référence culturelle, voilà, comment est-ce que vous envisagez également ce cadre même de la villa dans lequel se trouve la Kéna par rapport à ces objets des réalia, des symboliques, voilà, donc notamment autour aussi de cette image du labyrinthe. Enfin, j'espère que je formule de la manière la plus claire possible ma question. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je vais répondre, sauf si Johanna veut dire quelque chose. Déjà, bon, je te remercie d'être là, Pedro, ça me fait plaisir. Alors, écoute, c'est effectivement, c'est un élément auquel je n'avais pas songé, mais maintenant que tu m'y fais penser, c'est très intéressant, cette idée que, effectivement, certaines villas ont un plan qui n'est pas le plan axial, tout droit, on y va, on traverse l'atrium, quitte à avoir plein de pièces sur les côtés. Le fait que, effectivement, la villa de Livy, et en t'écoutant parler, ça m'a fait penser à une villa de Pompéi que j'ai découverte, enfin en image, hein, bien sûr, récemment avec des étudiants. La maison, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un peu à l'extérieur de la ville parce qu'elle est immense, d'un producteur de garum, qui est un affranchi précisément, un affranchi qui a fait une fortune colossale. Donc, bon, ça ressemble à Trimalcion. Et il a une villa immense, sur 3 niveaux, dans tous les sens, et qui, pour le coup, avec des mosaïques qui représentent des fioles de garum, qui font la pub de la marchandise un petit peu partout. Donc ça pourrait être très, très Trimalcion aussi, en fait. Et effectivement, typiquement, je pense que là, parce qu'à chaque fois, quand je vois les ruines, etc., parce qu'elle n'est pas très bien conservée, je me dis toujours, mais quel parcours spatial on pouvait avoir à l'intérieur de cette ville-là, avec des trucs dans tous les sens, sur 3 niveaux, le long de la pente, etc. Et effectivement, ça irait
Et ça serait tout à fait dans la lignée de ce que je disais, c'est-à-dire on a évidemment cette base dans les réalia, et puis par-dessus une élaboration littéraire, etc. Oui, oui, c'est très, très intéressant. Merci en tout cas, Pedro, parce que merci. J'aurais une autre, une autre question à ce moment-là. Si personne d'autre ne veut poser de questions, je ne voudrais pas monopoliser non plus la parole. Vas-y, Pedro. C'est concernant la représentation de Trimalcion également, parce que c'est la question quand même de cette forme d'autoportrait, si on peut dire, enfin, bien sûr qui délègue à des peintres spécialisés, mais bon, c'est lui qui se représente. Or, on sait que dans les villas riches, ce qui était important, notamment dans l'atrium, si on pense que la représentation de Trimalcion figurait dans l'atrium de cette villa fictive, donc normalement, la représentation est celle plutôt de la famille, de l'arbre généalogique, avec les stemata, donc cet arbre généalogique qui est assez important. D'une certaine manière, Trimalcion ne peut pas revendiquer cette généalogie. Donc, est-ce que pour vous, ça apparaît comme une forme de substitut, réappropriation de la construction de cette autorité sociale, avec en fait cette forme de représentation qui est un peu ridicule quand même, mais qui est assez, enfin, qui est très grandiloquente. Voilà, c'est aussi toujours par rapport à cette réflexion que vous avez évoquée et qui est vraiment très stimulante dans la Canatria Malconis, du rapport entre je pars de réalia, de référents culturels identifiables, et les tentatives de réappropriation par Trimalcion, qui peuvent être grotesques et qui sont à tout le moins grandiloquentes, et qui doivent véhiculer une symbolique, en tout cas, assez complexe. Voilà, de la contre-attente, donc du plaisir qu'il peut y avoir également du point de vue du lecteur à découvrir cette figuration, par exemple. Donc voilà, si on prend ce point-là, qu'est-ce que vous en pensez également peut-être dans l'ensemble de la construction de la Kéna, de ce portrait? Alors, même chose, je réponds, Johanna, mais je ne veux pas préempter la parole. Effectivement, les fresques du portique de la villa, elles sont très intéressantes. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est une des pièces du puzzle, je pense. Il y a des points de contact avec des réalia là aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi une tombe de Pompéi qui est très intéressante, qui est la tombe de Vestorius Priscus, qui était un tout petit notable, mais lui pas affranchi, de naissance libre, ce qui change un peu les choses. Mais c'était vraiment un notable ultra mineur de la cité, de même que Trimalcion, en tant qu'affranchi, est un notable ultra mineur dans la seule fonction qui est accessible aux affranchis, c'est-à-dire il est sévir. Bon, mais disons en tout cas des deux côtés, des notables mineurs qui se représentent, en tout cas Vestorius Priscus, les fresques de son tombeau, il est représenté à un moment justement dans ses fonctions officielles, avec une chaise, enfin pas curule, mais bref, en train de parler à ses administrés, et puis juste à côté, une fresque de gladiateur, parce que ce sont des spectacles qu'il a donnés en tant que magistrat. Et dans les fresques du portique de Trimalcion, il y a ça, en fait. Il y a lui, son espèce de biographie, etc., jusqu'au triomphe final, l'apothéose, et puis à côté, il y a des spectacles de gladiateurs. Bon. Il y a des choses, évidemment, qui rappellent des éléments réels, et en même temps, évidemment que là, on est dans l'amplification, on est dans l'hyperbole, ce qui n'est pas le cas du tombeau de Trimalcion, et ça, c'est dommage que ce ne soit pas dans le texte au programme, parce que le tombeau de Trimalcion, ce qu'il demande comme comme représentation de lui-même sur son tombeau, en fait, est beaucoup plus soft, en fait, beaucoup moins hyperbolique, et ressemble énormément, pour le coup, à ce qu'on trouve sur des vrais tombeaux d'affranchis. Donc ça, c'est plutôt du côté du vraiment réalisme. Les fresques du portique, elles sont vraiment, oui, dans cette espèce de surenchère complètement ridicule et hyperbolique. Et pour moi, du coup, ces fresques-là, oui, alors il y a la base, l'enracinement dans une réalité. Il y a par-dessus ça le fait que, voilà, tout ce que ça dit sur le personnage lui-même, sur son espèce de boursouflure, etc. Et pour moi, pour le coup, là, il y a vraiment, je trouve qu'il y a une parodie de l'ekphrasis d'œuvres d'art
qu'on trouve dans les genres sérieux. Évidemment, la première, c'est le bouclier d'Achille chez Homère, mais après, l'ekphrasis d'œuvre d'art en tant que tel, c'est un morceau obligé de tous les genres, de l'épopée, etc., chez Virgile. Et puis dans le roman grec, on en trouve partout. C'est toujours un exercice sérieux, c'est un exercice érudit, etc. Et là, voilà, pour moi, c'est aussi ça, c'est la parodie, enfin, c'est l'ekphrasis d'œuvre d'art dégradée, quoi. Et puis, voilà, donc il y aurait les trois, moi je verrais les trois dimensions dans ces fresques-là. Merci beaucoup. Je laisse Laurent nous dire si nous avons encore un peu de temps ou pas, je ne sais pas du tout. Oui, on peut prendre quelques minutes s'il y a encore des questions, bien entendu. Est-ce que vous avez encore des questions? Moi, j'en ai encore un, mais... Vas-y, Mathieu, si tu le souhaites. Sinon, j'ai aussi une question. Enfin, j'aurais voulu demander quelque chose à Johanna, en fait, oui. si c'est possible, Oui, tout à fait. de dialoguer à distance. Oui, ce que je me demandais, en fait, dans toutes ces fautes des affranchis, etc., je me souviens avoir lu des choses jadis et puis d'avoir un peu oublié. Est-ce qu'il y a des fautes qu'on identifie spécifiquement comme celles de gens qui, comme je disais tout à l'heure, sont en fait des locuteurs non natifs, puisque bon, tous ces affranchis, finalement, le latin est leur langue seconde, enfin une de leurs langues secondes. Est-ce que dans toutes les fautes qu'ils font, il y a des choses qui seraient voilà, spécifiquement quelque chose de locuteur non natif? Il ne me semble pas. Justement, c'est pas des fautes spécifiques, voilà, un usage voilà, non allogène, on va dire. C'est plus une représentation de la langue populaire par opposition à la langue classique. Il n'empêche que certains, justement, certains affranchis, dont on insiste sur l'origine étrangère, vont faire plus d'emprunts, par exemple, dans leur lexique, à des mots grecs. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'était aussi ça. Voilà, et ça va typifier un personnage en particulier donc dans cette individualisation, mais sinon tous ont en commun voilà, cette langue, ce sermon, cette langue voilà, Witiosa, mais qui est populaire. C'est pas juste identifier l'étranger. D'accord, ok. Ça pourrait être les deux, il pourrait y avoir une conjonction ou quelque chose comme ça, mais finalement, non. Damas, par exemple, le personnage de Damas, il y a la conjonction des deux, mais après, c'est particulier à ce personnage-là. D'accord, ok. Ok, merci beaucoup. Merci, Johanna. Moi, je m'interrogeais sur l'oralité dans le discours des narrateurs et de ses camarades, donc en colp. Que pourriez-vous nous en dire? Est-ce qu'il constitue la norme par rapport à laquelle on peut mesurer l'écart? Que constitue la langue des affranchis, par exemple? Je sais pas, tu veux répondre, Lisa? Ou je peux répondre? Je pense que la question est plutôt… Je pensais la poser à Johanna, effectivement, mais enfin… La question de en fait, elle est posée à norme tous est les deux. justement très intéressante dans le Satyricon parce que Lisa faisait une allusion à la satire et au fait qu'il n'y avait pas de discours satirique parce que justement, il n'y a aucun personnage qui peut représenter une voix juste. Et c'est la même chose au niveau du langage. Certes, Encolpe utilise une langue correcte d'un point de vue grammatical, morphologique, syntaxique, mais il est hors norme parce que lui-même, il va projeter dans son discours des schémas, d'autres schémas. Donc, j'ai employé l'adjectif mythomaniaque, c'est un emprunt à la critique. Hein. Il a tellement lu, il est tellement dans un univers livresque qu'il va aussi produire un langage comment dire, standardisé, mais dans l'outrance, parce qu'il y projette tout le temps des schémas littéraires. Et il est seulement, on va dire, authentique, ce sont les extraits que Lisa a cités, quand il va décrire
Là, il réussit, mais quand il décrit des choses qui le dépassent, là, il réussit à être authentique. Sinon, quand il décrit son quotidien à lui, comme il est imprégné, pétri de littérature, il va avoir un langage schématique et caricatural lui aussi. Donc, cette question de normes, elle existe d'un point de vue linguistique, on va dire qu'il emploie un latin classique, le narrateur emploie un latin classique, mais elle n'est hors norme parce que psychologiquement, elle révèle des déformations, des travers qui prêtent d'ailleurs beaucoup à sourire. Hein, mais... Je songeais aussi au modèle rhétorique. Donc, ce que nous avons du roman commence par cette leçon de rhétorique. Et ensuite, quelles traces on en retrouve dans la Kenam. Enfin, ça nous mènerait peut-être un peu trop loin, je ne sais pas si nous avons le temps. Merci beaucoup de votre réponse. C'est que, en fait, Colpe parle très peu dans la Kena. À la limite, les autres, Agamemnon parle un petit peu. Les autres juste observent, se moquent, etc. Et puis en Colpe, à part pour demander à son voisin qui est qui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce plat, c'est pas dans la Kena qu'on l'entend beaucoup parler. En fait. Oui. Voilà. En dehors, oui, mais pas tellement dans l'épisode en tant que tel. Il décrit, c'est tout. Oui. C'est un regard rétrospectif, pas de prise de parole. Tout à fait. Une dernière question. Merci pour ces deux communications extrêmement riches, pour cette discussion qui donne énormément de pistes pour analyser le Satyricon. Si vous le voulez bien, on se retrouve à 14h30 et le début d'après-midi sera consacré à l'étude du texte de l'auteur anglais, José Eduardo Agualusa, Teoria Geral do Esqueci. Merci et à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci.